Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine. Ils ont dit qu'il va tourner autour de trois principaux sujets, à savoir la date du 17 mai qui est considérée comme férieux. Nous allons également mettre le point sur les dossiers Boukangalonzo avec Augustin Matata Pogno qui est visé par la justice pour enfin chuter avec la confrontation de musulmans à la fin de l'ère Ramadan. Pour en parler, je reçois pour vous le politologue congolais à la personne de M. Focas Koukelemene, avec qui nous allons échanger. M. Focas, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Comment allez-vous? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Ça fait un temps, hein? Ah oui, je suis là. Je ne peux venir que par invitation. D'accord. Alors, parlons de la date du 17 mai. Depuis 17 mai 1997, aujourd'hui 19 mai 2021, 24 ans de jour pour jour, depuis l'entrée de l'AFDEL. Que vous dit cette date? Bon, pour certains, la date en question mérite d'être éradiquée parmi les dates qui doivent nécessairement être considérées comme fériées, chômées et payées, tout simplement par le fait que ceux-là considèrent aussi que c'était un putsch politique, un coup d'État qui est venu détrôner le pouvoir de Mobutu. Et alors, de ce fait, comme la date du coup d'État de Mobutu, qui avait aussi intervenu quand il a fait les putsch contre le régime Kasavubu Lumumba, a été déjà éradiqué de journée fériée. Donc, on doit nécessairement aussi éradiquer la date du 17 mai parce que il faut être équilibré, il faut être juste. Donc, il s'agissait d'un coup d'État qu'on ne peut pas fêter parce que dans une approche démocratique, les coups d'État sont des mécanismes qui ne sont pas acceptables. Donc, dans une démocratie, on suppose qu'il faut passer par les élections pour devenir président de la République. Donc, vous pensez personnellement que cette date doit nécessairement être élevée? Non, nous sommes en train de peindre un tableau pour expliquer les avis des uns et des autres. Okay. Il y a un autre courant qui s'interpose pour dire non, il n'en est pas question, il ne s'agissait pas d'un coup d'État. C'était effectivement une demande populaire parce qu'on en avait marre avec le régime de Mobutu qui était vraiment un tyran, qui était un grand dictateur qui s'imposait et qui prenait même les enfants qui étaient dans les ventres de leur mère pour les rendre membres d'un père. Donc, de ces faits, la société avait évolué à un certain moment, ne voulant pas rester dans la dictature, mais n'ayant pas de moyens pour s'en en débarrasser. Il cherchait un leader et un libérateur qui viendrait d'où on ne savait pas. Alors, de n'importe quelle manière, c'était arrivé avec AFDEL, ils s'en ont approprié pour dire que c'était vraiment leur libération. Et ils donnent des indices pour dire que si cela ne dépendait que de l'armée de Kabila seule, il n'allait pas aboutir, il n'allait pas faire le temps qu'il a fait pour arriver à Kinshasa. Mais par le fait qu'il était accompagné, les citoyens se sont appropriés la démarche. Ils voulaient à tout prix se débarrasser de Mobutu. De ce fait, il s'agit d'une libération parce que quand vous regardez, il y avait une forme de complicité entre ceux qui venaient et ceux qui entouraient Mobutu, même au sein de l'armée. Donc, il y a des coups de fil qui s'est passé, il y a des passages qui s'organisaient pour dire qu'avancer, pour que, en tout cas, qu'on laisse l'espace libre, afin que la dictature puisse quitter la République. Donc, c'était une libération de ces faits, parce que c'est une libération, donc c'est un fait social qui nécessite d'être commémoré. Donc, on doit retenir cette date-là parce que ça ne dépendait pas tout simplement d'un seul homme. Kabila était juste un instrument, mais c'était une volonté, une opération qui a été animée par les souverains lui-même d'une manière ou d'une autre. Donc, on doit retenir cette date. La population s'est libérée d'une dictature. D'accord. Bon, de ce fait, il mérite d'être commémoré à chaque année. Voilà. Ok. L'AFDEL est entré dans un front de libération. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes réellement libres? Si on doit se le dire.
Liberté, c'est un grand concept qu'il faut exploiter dans toute sérénité. Être libre, ce n'est pas cette liberté des slogans. Il faut parler en termes de liberté dans chaque approche. Parce que si nous devons parler de la liberté étant qu'un État libre et souverain, vous savez que nous aurons des difficultés énormes pour confirmer notre souveraineté, parce que c'est ça la liberté d'une nation, c'est sa souveraineté. Est-ce que sommes-nous vraiment un État souverain? C'est un vrai problème qui se pose, parce que si nous devons prendre les éléments qui concourent pour que vraiment un État puisse être libre, et si nous regardons des faits qui sont des faits réels, palpables, communicables, explicables, démontrables, il nous serait difficile de confirmer que nous sommes souverains. Parce que je prends un exemple. Sur le plan économique, nous ne pouvons pas parler de la souveraineté parce que vous savez que nous dépendons de l'étranger en tout et pour tout. Même ici à l'interne, vous savez que notre économie est entre les mains des étrangers. On n'a aucune entreprise congolaise qui prospère. On ne produit pas. Donc, on ne produit rien, même pas de cure-dents, même pas des aiguilles, même pas de boutons, même pas de papier mouchoir. Donc, on a essayé un peu d'oser avec les cache-nez. Peut-être c'est... Mais c'est quoi ça? Donc, de par déjà notre économie, nous sommes un État qui n'est pas un État souverain. C'est-à-dire que nous dépendons des autres. Sur le plan militaire, c'est ça aussi l'approche qui compte pour que nous puissions confirmer notre souveraineté, c'est la puissance. De ces faits, vous savez qu'aujourd'hui, selon le classement des organisations qui s'y mettent pour faire des classements mondiaux, pour faire le classement mondial des armées des États, les rapports de 2015 signalaient que nous étions, au niveau mondial, nous étions 81e armée du monde et que nous étions, actuellement, on est 11e. Parce que l'autre fois, on était à 8e, 9e. On a un peu reculé. On a reculé de 2 ou 3 positions. On est actuellement 11e armée de l'Afrique. C'est l'Égypte qui prime en Afrique comme grande puissance et les États-Unis vont au-delà. Mais le fait déjà de parler de notre armée, c'est un élément majeur de notre souveraineté, qui doit s'assumer pour garantir la puissance, et qui doit nous gérer comme étant un État qui n'a pas d'ordre à recevoir de qui que ce soit, mais un État qui se confirme. Parce que la souveraineté consiste à considérer qu'on est un État qui ne vit pas aux dépens des autres en termes des injonctions. C'est-à-dire que nous pouvons vivre en harmonie avec les autres dans un lien de coopération, mais pas d'injonction, pas d'exploitation. Mais aujourd'hui, le Congo, vous savez, vous et moi, que c'est un État exploité et c'est un État qui reçoit trop d'injonctions de l'extérieur. Pourquoi? Parce que nous sommes faibles. Or, un État faible, dans sa faiblesse, ne peut en aucun cas être un État souverain. Parce que quand vous regardez les indices, par exemple, il y a un auteur, Raymond Aron, il a dit que quand vous voulez savoir si un État est un État puissant, un État prospère, souverain, vous devez regarder des personnalités. Quelles sont ces personnalités? Il faut regarder les soldats de cet État-là et il faut regarder l'ambassadeur de cet État. Dans la configuration actuelle, quand vous regardez notre soldat, vous trouvez que c'est un homme affamé, qui n'a même pas de tenue, qui n'a pas de bottes, parfois qui a un salaire modique. Donc, de ces faits déjà, vous sentez que notre pays pose problème. Quand vous prenez nos ambassadeurs, aujourd'hui, vous savez qu'ils sont déguerpis dans la plupart, partout où ils sont dans un impayement. Et la suite, donc vous comprenez déjà que c'est par la définition de ces grands auteurs, cela prouve à suffisance que les éléments représentatifs de la puissance d'un État, en ce qui nous concerne, indiquent autre chose que la puissance, que la souveraineté. En gros, nous ne sommes pas totalement libres. Non, la liberté, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un mot, mais ça doit être une réalité. C'est pourquoi je suis en train de donner des éléments réels, vrais.
pour sortir des discours des politiques, pour dire ce qui est vrai, en démontrant que tel aspect ne nous permet pas à nous confirmer. D'ailleurs, vous savez que nous avons l'insécurité à l'Est qui a trop duré. Ça dure pourquoi? Parce que nous avons une armée. Les forces armées s'évertuent du jour au lendemain, du matin au soir. Mais les résultats ne suivent pas. On a essayé d'envoyer beaucoup d'expéditions là-bas. On vient de décréter l'état des sièges. Voilà. Attendons voir. Oui, effectivement, nous attendons. Mais nous savons que ça a trop duré parce que la République démocratique du Congo n'a pas commencé avec ces régimes. Et l'armée, c'est l'armée de la République. Donc cette armée a démontré les limites, des failles, des faiblesses. Et avec une armée faible, on ne peut pas être un État souverain. Nous sommes menacés, vous savez, l'autre fois, on était ici en train de réclamer que les Zambiens étaient sur nos sols, les Rwandais sont sur nos sols, les Burundais, les Ougandais étaient sur nos sols, les Angolais, ainsi de suite. Donc, tu vois que nous sommes un État fragile. Et pourtant, nous qui avons déjà cette configuration régionale de 9 pays voisins, nous devions nécessairement avoir une armée très forte qui doit protéger nos frontières. Parce que vous savez, dans le concert des nations, les États sont en compétition, en lutte. Chaque fois, il y aura des menaces. Et les menaces sont contraints de ne pas faire des incursions dans les territoires que si vous avez une armée forte. Mais ce n'est pas le cas pour nous. C'est pourquoi vous sentez que nous sommes aussi exploités, nos minéraux, nos richesses qui devaient être protégées par notre armée. Aujourd'hui, c'est à la merci de tout le monde, des grandes puissances qui sont en train de s'organiser avec les pays voisins pour créer de l'insécurité, pour nous exploiter. Donc la liberté est une affaire de beaucoup de réflexions, de beaucoup de politiques publiques, de beaucoup d'intelligence pour vraiment sortir de l'exploitation, de la colonisation. Qu'on est réellement libre. Non, ce n'est pas évident de le dire ainsi parce que les indicateurs, parce que je sais que vous êtes en train de courir derrière les temps, on pouvait prendre chaque approche pour démontrer que la liberté pour nous n'est pas totale en République démocratique du Congo. Mais effectivement, il faut reconnaître que nous pouvons jouir de la liberté des droits de l'homme. Ça, nous en avons déjà parce qu'il y a des régimes qui sont succédés, et bien qu'il y a des ratés, mais au moins en général, on est libre. Sur les plans idéologiques également. Les idéologies, nous n'en avons pas parce que nous faisons les mimétismes et souvent, nos partis politiques ne sont pas des structures qui impriment vraiment des intelligences pour construire des idéologies propres à nous pour que nous puissions gérer dans une approche qui est vraiment adaptée à nos réalités. Mais nous essayons un peu de prendre dans ce qui existe en Occident, ce que nous avions appris à l'école, ce que nous suivons des autres, c'est ce que nous prenons. Mais en réalité, on n'a pas encore réussi à mettre en place nos propres idéologies qui tiennent compte de nos propres réalités. Ok, alors aujourd'hui, M. Focas, partagez-vous l'avis de ceux qui pensent que le malheur de la République démocratique du Congo a été accentué avec l'avènement de l'AFDEL? Bon, c'est relatif, hein. Je ne sais pas ce qu'ils disent. C'est là, ils étaient où quand les Zaïre étaient Zaïre? Voilà. Pourquoi alors il y avait conférence nationale? Si le malheur est arrivé avec l'entrée de l'AFDEL. Mais pourquoi alors il y avait beaucoup d'exilés à l'époque? Pourquoi alors on a sollicité qu'il y ait dialogue sur le format de la conférence nationale et pourquoi il y a eu les 13 parlementaires? Pourquoi IDPS est né? Et pourquoi il y a eu cette lettre de la mauvaise gouvernance rédigée par les 13 parlementaires qui fustigeaient le comportement de Mobutu, qui fustigeaient sa gestion, ainsi de suite. Donc, le malheur est un malheur que nous avons réellement commencé à palper, à réaliser avec déjà le régime de Mobutu, qui avait trouvé une économie florissante. Depuis les pillages? Non, Mobutu déjà, quand il entra au pouvoir, il a trouvé une économie. À l'époque, on était en concurrence avec le Canada, on était dans le même niveau avec l'Afrique du Sud, la Chine et d'autres pays, et tant d'autres.
Mais on a reculé, on n'a pas suivi, on est resté en statu quo. Et d'ailleurs, on a creusé même un trou. Parce que vous savez, quand Mobutu a pris l'initiative de pouvoir donner abusivement les entreprises des Blancs auprès des Noirs, ce qu'il a appelé la zarénisation, que j'appelle une appropriation abusive de l'économie de l'étranger pour donner aux autochtones qui n'ont pas pu gérer avec rationalité. Et cela a créé un déséquilibre avant même les pillages. Donc il y a des aspects qui ont précédé, qui ont rongé déjà la République avant que Mobutu ne quitte. Donc l'AFDEL est venu, parce que quand on dit libération, c'est-à-dire qu'il y avait des mots, il y avait des réalités chaotiques. Alors ce n'est pas pour rien qu'on appelait la libération. Quand, si on était bien, nous a donné une sorte de souffle. Voilà, si on était bien, on n'allait pas appeler ça libération. Okay. Donc quand les gens ont parlé de la libération, c'est-à-dire que la situation s'était déjà empirée avant que AFDEL n'arrive. Mais nous devons le savoir que quand Mouzé est venu, Mouzé n'était pas venu pour détruire. Mouzé est venu pour construire. Il est vrai que c'est discutable l'approche de son accompagnement avec l'armée du Rwanda. Et ça, il faut en parler parce que lui-même, après une remise en question, chose qui il nous a a dit, cloué jusqu'à ces jours. Non, c'est faux et archi faux. Vous savez, ça? Non, c'est faux, c'est une fausse lecture. Tout dépend de ce que nous pensons, tout dépend de ce que nous comptons faire. Vous savez, aujourd'hui, l'Angola, pour se libérer, l'Angola ne s'est pas libérée seule, comme État avec ses propres armées. Non, c'est faux. Il y a toujours des incursions d'autres armées qui viennent. Ici, à Brazzaville, vous savez qu'il y a eu des militaires congolais qui sont allés là-bas pour faire la guerre et gagner avec Denis Sassou Nguesso. Ouais. Ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui, Brazzaville est en porte-à-faux et ne peut pas construire des routes, ne peut pas faire à cause de l'accompagnement de Congolais qui sont allés là-bas. Donc on peut citer ces légions, les armées, se coalisent d'une manière ou d'une autre pour aller mener des opérations dans des pays étrangers. Mais quand Mouzé est venu, il est vrai, mais à un moment donné, nous savons qu'il y a eu une présence, même au sein des institutions des Rwandais. Mais quand il a dit, après la remise en question, qu'il ne faut pas trahir, il ne fallait pas trahir. Il a chassé tout le monde et nous sommes restés, nous, seuls nous. Alors aujourd'hui, le malheur, c'est que déjà au niveau de l'armée, la reconstruction... Il s'est pris dans ses propres mots. Non, quels propres mots? Quand il dit qu'il ne faut pas trahir. Qu'il ne faut pas trahir et qu'il chasse. Y avait-il pas un contrat ou une coalition qui avait été faite et qui a été bafouée? C'est une remise en question. Okay. Il réalisa, parce que il faut le savoir, pour chasser Mobutu, ce n'était pas un projet de Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila était dans les maquis. Il s'était fatigué, il était là, il ne pouvait pas. Mobutu était un tout-puissant. Mais quand l'Occident, quand les multinationales se sont rangées pour que Mobutu puisse partir, ils ont commencé à recruter à partir de la sous-région. Ils ont commencé à recruter à partir de pays voisins. C'est alors que le projet AFDEL naîtra. À l'occurrence, on prend maintenant un de nos acteurs, tel que Massassou et aussi Laurent Désiré Kabila, pour qu'ils soient des animateurs en réalité, et ils sont des recrutés. Ils ne sont pas les propriétaires du projet. Alors, de ce fait, quand il arrive avec ce projet-là, qui n'était pas son projet, qui n'était pas un projet des Congolais, parce que les Congolais, en contrepartie, avaient un autre projet. C'était la conférence nationale qui croyait qu'avec ça, nous pouvons aboutir aux élections libres et transparentes et nous allons chasser Mobutu. Mais lui, il vient avec une autre recette qui n'était pas sienne, mais plutôt un projet d'ailleurs. Mais lui dit, bon, voilà, par là, on peut aussi sauver la République. Quand il arrive avec cette armée, il se rend compte que non, nous sommes en train de travailler pour un agenda d'autrui. Alors, il ne faut pas trahir. Il décide de ne pas trahir, il décide de chasser tout le monde et de rester avec des Congolais pour travailler. Okay, alors, c'est à nous de pouvoir nous approprier cette libération, entre guillemets, s'il faut le considérer comme cela, à partir du moment où les étrangers sont partis, nous devions nous organiser. Parce que quand il est arrivé, vous aviez vu, aujourd'hui, les gens parlent de l'anticorruption, ils ont parlé de justice. C'est Kabila, le père, qui est venu avec le temps. Il a commencé à arrêter tous les détournaires.
même ceux qui étaient à côté de lui, même ceux qui sont venus avec. Quand vous volez l'argent de l'État, il vous met en prison. Disons que l'État des droits a commencé depuis. Mais déjà, je vous dis que ce sont des indices de quelqu'un qui voulait un changement. Mais malheureusement, pourquoi il a été tué? Vous savez qu'il a été tué parce qu'effectivement, la phrase disait tout. Il ne faut pas trahir. Il ne faut pas trahir. Donc, quand il dit ça, il est serein. Il a pris une décision de pouvoir travailler pour le Congo. Il ne faut pas trahir dans toutes les lignes. C'est-à-dire l'économie du Congo, c'est pour les Congolais. Les minerais des Congolais, du Congo, c'est pour les Congolais. Ainsi de suite, il ne voulait pas être un président marionnette. Il ne voulait pas être à la solde de qui que ce soit. C'est pour cela qu'on l'a tué. Il faut le reconnaître. D'accord, M. Procace. Prenons cette dernière question avant d'échanger des thèmes. Si vous devrez résumer aujourd'hui les bilans ou les régimes Kabila, depuis les pères jusqu'aux fils, qu'allez-vous dire? Bon, je sais qu'avec le temps que vous allez m'accorder, ça me sera difficile de pouvoir donner l'essentiel de la matière, mais il faut considérer que tout n'était pas mauvais et tout n'était pas aussi bien. Pourquoi? Parce qu'avec le régime de Kabila les pères, il nous a essayé un peu de donner des notions de civisme. Kabila voulait changer l'homme congolais. Il était dans une démarche, sachant que le Congo a un problème de mentalité. Il travaillait dans ce sens-là, mais c'est ce que son fils n'a pas suivi. Et qu'il a dit d'ailleurs, je n'ai pas réussi à changer l'homme Voilà la congolais. conclusion par la suite, il n'a pas pu faire comme son père. Donc, de pouvoir imprégner la mentalité qui serait propice à la gestion de la République, parce qu'on ne peut pas se développer si on n'a pas l'homme indiqué comme moteur de développement. Parce que le développement passe par l'homme. Quand vous n'avez pas des hommes de qualité, quand vous n'avez pas l'enseignement de qualité, quand vous n'avez pas des structures de socialisation de qualité, quoi qu'il en soit, même si vous avez des minéraux, vous n'allez rien fournir. C'est pourquoi vous savez que malgré l'héritage que les Belges nous ont légué, les routes, les infrastructures, le budget qu'on a laissé, l'économie qu'on a laissé, on n'a pas pu avancer. Pourquoi? Parce que la mentalité de l'homme congolais ne s'est fait que dégrader. Voilà, l'enseignement s'est dégradé, la mentalité s'est dégradée et la société s'est dégradée. Aujourd'hui, comment vous résumez? Kabila voulait quand même commencer par là, parce qu'il a bien ciblé les problèmes, il a bien fait les diagnostics, il a senti que l'homme congolais était devenu corrompu. Corrompu contre lui-même, corrompu contre la société. Donc, il fallait commencer par là. Alors, il a eu des approches qui étaient très efficaces, qui avaient produit des résultats. Mais le fils n'a pas suivi. Mais le fils aussi n'a pas rien fait. Sauf que le temps qu'il a mis pouvait nécessairement, par rapport à la durée de la gestion de son père, il n'y a pas match. Vous sentez que son père était déjà dans un bon élan, mais lui, quand il arrive, il prend 18 ans. Dans les 18 ans, il a essayé de faire ce qu'il pouvait faire, mais il ne nous a pas amené là où nous devions être en réalité. Par conclusion, il n'a pas réussi à changer l'homme congolais. C'est lui qui ne le dit, pas moi. Okay, lui-même, il l'a déclaré. Prenons le deuxième thème de l'émission, les dossiers Boukangalonzo, avec Matata Ponyo qui est visé par la justice. Aujourd'hui, les dossiers Boukangalonzo entrent en compte dans le régime de Kabila. Vous savez, c'est ce que nous venons de dire ici. Le régime de Kabila a brillé dans l'impunité. Manque de contrôle, manque de suivi, et pourtant, il lançait des politiques publiques. Mais quand vous lancez une politique publique, ça ne doit pas s'arrêter qu'à l'inauguration. Non. Partout quand vous allez dans l'approche managériale, on vous dit que quand on commence un projet, de par déjà la conception du projet jusqu'à la matérialisation, il y a des étapes qu'il faut suivre. Mais ils étaient des grands concepteurs des projets, mais qui n'ont rien pour le contrôle, la coordination, les suivis. Ils ne faisaient rien. Et ça n'aboutissait pas. Par conséquent, même ceux qui détournaient ne pouvaient pas être poursuivables. Aujourd'hui, que les projets n'ont pas abouti et que c'est lui qui avait chapeauté et visé par la justice. En fait, il était
Premier ministre du gouvernement. À l'époque. Et être Premier ministre du gouvernement, c'est être le chef de l'exécutif. Non, pardon, le chef de gouvernement. Parce que le chef de l'exécutif, c'est le président de la République. Alors, de ces faits, quand on a des responsabilités pareilles, il ne s'agit pas tout simplement des privilèges, mais plutôt, il y a aussi la redevabilité, qui est un exercice normal dans une démocratie. Parce que les biens que nous avons, l'argent que nous avons, ce sont des biens et l'argent de la communauté, l'argent du souverain. Il vous donne une parcelle de pouvoir, vous exercez, au moment venu, vous devez rendre compte. C'est un jeu démocratique d'aisance. Moi, je n'aime pas faire des polémiques inutiles. C'est un dossier que je ne maîtrise pas assez en termes de chiffres. Je ne maîtrise pas assez en termes de responsabilités. Qui a joué tel rôle? Qui a pris cet engagement? Qui devait faire quoi? Je ne suis pas en train de supputer, mais je considère que lui étant le Premier ministre, c'est une personne ciblée nécessairement pour éclairer la lanterne de la justice, afin qu'on ait des vrais responsables. Si lui se considère que ce n'est pas lui qui était à la manette pour gérer Boukangalonzo, lui n'était qu'un Premier ministre, alors c'est lui qui va citer à qui il a confié des responsabilités, parce que l'argent de l'État ne pouvait pas sortir de la caisse, même si c'est le budget et la finance qui gèrent l'argent de l'État, mais cela ne peut en aucun cas sortir sans le quitus du Premier ministre. De ces faits, nécessairement, il n'y aura pas polémique, il peut aller répondre. S'il n'est pas complice du détournement dont on a fait l'objet par l'IGF, il sera blanchi. Et d'ailleurs, pour un acteur politique, vous savez, il est aisé qu'on vous cite dans des dossiers sales et que la justice vous lave. Quand la justice vous lave, ça vous rend encore un grand messier. Aujourd'hui, Matata Ponyo est sénateur et le Sénat n'a pas toujours levé les immunités pour que Matata Ponyo réponde enfin devant la Cour constitutionnelle. Comment expliquer cela? Parce que pour répondre, on doit d'abord lever les immunités. Chose qui n'est pas encore faite jusque-là. Les sénateurs, en réalité, sont des représentants du peuple. Mais je ne vois pas pourquoi ils entreront en contre-courant avec l'IGF. Parce que l'IGF est un service de la République attaché au président de la République. Le Sénat, c'est une institution de la République qui nécessairement, dans la synergie de la gestion de la République, devait travailler dans le systémisme pour que chaque élément puisse jouer son rôle. Le Sénat a l'obligation de pouvoir livrer un acteur, un sénateur qui est impliqué dans le détournement. Parce que le contrôle parlementaire, le Sénat n'est pas là tout simplement pour légiférer, mais ça doit aussi aider l'appareil étatique à pouvoir faire les contrôles parlementaires. C'est-à-dire, nous voulons vérifier si réellement Matata avait détourné. Mais quoi de plus normal? Le Sénat bloquerait pourquoi? On apprend que l'argent aurait circulé. Comment expliquer cela? Mais ça, ce sont des pratiques à décourager. Ça, ce sont des... Bon, l'argent va circuler pour que les sénateurs puissent en bénéficier et que l'on protège les malfrats, entre guillemets, si cela est le cas. Donc, c'est-à-dire que ces sénateurs ne sont pas de meilleurs entre nous. Parce que ceux qui doivent être sénateurs, nécessairement, doivent être épris des valeurs. C'est-à-dire qu'ils doivent être des hommes de savoir, des hommes de vertu. Des sages. Des sages qui réellement militent pour la passion de la distinction. On n'est pas sénateur juste pour toucher son salaire. Et d'ailleurs, vous savez, on a décrié ici, dans ces pays, le chef de l'État d'ailleurs avait suspendu l'installation du Sénat parce qu'il paraîtrait que le Sénat actuel est un Sénat qui était le produit de la corruption. De ces faits, bon, je ne serais pas étonné si vous me dites que l'argent a circulé parmi les sénateurs. Donc, cela note. L'argent aurait circulé. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Si c'est le cas, donc moi, je suis de ceux qui pensent que ce qui commence mal se termine aussi mal. Est-ce que cette affaire a été suivie de bout à bout? Cette procédure a été respectée? Laquelle? La procédure de l'affaire Boukangalonzo et la manière dont les Sénats la mènent, la procédure a été respectée? Non, jusque-là, il y a un travail qui a été fait par l'IGF. L'IGF a terminé son travail. Il a déposé
les dossiers acquis du droit. C'est la justice qui doit maintenant poursuivre. Et la justice, en son tour, ne peut pas interroger Matata parce qu'il est porteur des immunités. Alors, il doit passer par la chambre d'où siège Matata. Je crois que c'est procédural. Alors, de ce fait, si le Sénat bloque les mécanismes de pouvoir enlever les immunités, la justice ne saura pas agir. L'émission est terminée, monsieur Focas, en quelques minutes seulement. Si on doit résumer ou si on doit boucler cette émission, prenons les musulmans qui ont été confrontés entre eux. Comment expliquer cela? Bon, c'est... Toujours, nous avons un problème, il paraîtrait, je ne suis pas dans les coulisses des musulmans, mais il paraîtrait qu'il y a des tendances. Il y a des tendances. Il y a des tendances qui se dégagent. La tendance de l'autorité spirituelle des musulmans qui était avant et celui qui vient d'entrer. Et l'actuel. L'actuel. Okay. Il paraîtrait que le premier, celui qui précédait, reproche à celui qui est entré que la procédure n'a pas été respectée pour qu'il soit là. Donc, de ce fait, automatiquement, c'est lui qui doit régner. Et ces jours-là, c'est leur journée solennelle de fête, de joie. Il fallait alors que c'est lui qui est le porte-étendard de la spiritualité musulmane soit à la prêche. Mais ils se sont fait bousculer. Et les adeptes ayant des autorités en face, ça devait nécessairement créer... Comment expliquer ces désastres? Mais oui, il faut l'expliquer. C'est une question des ambitions en termes de pouvoir. Les enjeux, vous savez, ce n'est pas seulement les musulmans. Aujourd'hui, vous savez, parce qu'on a ciblé, on a choisi les confessions religieuses comme étant les structures qui vont nous amener à choisir les présidents de la CENI. Oui. C'est de là où maintenant vous trouvez tous ces bousculades. Vous trouvez même la même crise au niveau des églises des réveils. De l'autre côté, vous trouvez Sonika Fouta, qui a un groupe qui les soutient, et de l'autre côté, il y a Dodo Kamba, qui a aussi un groupe. Et il y en a de ceux qui sont en train de faire des lectures du genre. Les deux sont les Bachouaïli, les précédents. Sonika Fouta et l'autre là qui est le frère à M. Koudoura Kassongo. Et les deux qui les remplacent, ce sont des Balouba. Ils permettaient que nous puissions réfléchir comme cela, parce que ça n'a pas trait au tribalisme, mais ce sont les éléments qui entrent en ligne de compte. Qui s'y rapprochent. Voilà, qui s'y rapprochent. Donc maintenant, Dodo Kamba et c'est lui qui vient d'entrer dans en succession au niveau des musulmans, ce sont des Balouba qui veulent renverser les Bachouaïli. Vous savez que notre régime qui était en train de nous gérer dès 18 ans, c'était un régime de Bachouaïli. Oui. Maintenant, les Balouba sont entrés, ils veulent aussi remplacer Mordikis des Bachouaïli partout où ils étaient, parce que l'enjeu est majeur. Il faut désigner un président de la CENI. Alors, et ils ont compris qu'on ne peut pas laisser la chance à ceux qui ont été avec les régimes passés de pouvoir jouer la carte. Sinon, nous risquons de perdre parce qu'aujourd'hui, en Afrique, vous savez, en général, et en la République démocratique du Congo, comme nous le savons, les élections, ce n'est pas le fait de vote des citoyens en général. Ce sont ceux qui comptent le vote qui déterminent qui sera l'autorité. Au lieu que ça puisse être ceux qui votent, qui choisissent, qui donnent des voix, qui puissent déterminer qui sera leur autorité. Mais ici, on s'arrange au niveau des institutions telles que la Cour constitutionnelle, telles que la CENI, pour mettre ces hommes d'obédience afin de commettre les forfaits. Donc, c'est ça, au fait, la réalité. Les coulisses, ce n'est pas la spiritualité. Le problème est beaucoup plus politique en termes de positionnement des uns et des autres. Pour donc, des vous soutenez ceux qui disent que cette affaire a été politisée? Mais oui. Mais les éléments que je suis en train d'expliquer, vous sentez qu'il y a un problème de positionnement des acteurs en termes des obédiences pour l'enjeu majeur de la présentation d'un président de la CENI. Ok, M. Focas, l'émission est terminée en quelques minutes seulement. Vous allez regarder la caméra et communiquer vos coordonnées à toutes ces personnes qui voudront continuer l'échange avec vous. Merci beaucoup, Madame Jemima, pour l'invitation. Okay. Je suis toujours disponible. Dès que vous avez le temps, je serai parmi vous. Mais pour ceux qui nous ont suivis, nous disons, vous connaissez déjà les noms que nous avions donnés au début, M. Focas Koukelemena, je suis politologue de formation, je suis aussi un penseur lyrique, j'ai conçu un concept que j'appelle la politicosomie, et puis
Je passe mon numéro pour ceux qui aimeront me contacter. C'est les 081 055 055 2. 081 055 055 2. Nous sommes au Congo. Le code c'est 00243. Merci beaucoup. Merci, M. Focas. Fin de cette émission, à vous tous qui l'avez suivi, je vous dis grand merci pour votre sympathique attention. Restez-nous fidèles. D'ici là, portez-vous bien.